Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme la confiture. Ça marche pas bien avec des roll-mops. Non. Attends, Roll-Mops, rappelle-moi. Roll-mops, c'est du poisson dans de la saumure. Oui, alors non, ouais, pas du tout. Je voyais un espèce de gâteau, tu vois, roulé. Non, 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 c'est d'accord. c'est vraiment des rouleaux de poisson. Bien, donc je ne connais pas. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, Guillaume? Aujourd'hui, on va parler du roi de l'allumette et on va parler d'une guerre éternelle, une guerre sans fin. Oui, tout à fait. Et c'est toi qui commences avec le roi de l'allumette. Exactement. Je me suis dit, il doit y avoir un petit truc entre la Suède, la pyrotechnie et l'économie mondiale. Alors, oui, Je sais pas si c'est dans l'air, je sais pas si c'est dans les roll-mops, du coup. Mais on a déjà parlé du richissime Alfred Nobel. tout à fait, suédois fameux. Et on va surenchérir aujourd'hui avec l'histoire d'Ivar Kreuger. Moins fameux quand même, hein, je dois t'avouer. Moins fameux, mais on verra qu'il a laissé une forte empreinte sur l'économie mondiale. Et on va parler de lui, pas seulement pour rendre hommage à un ami avec la biographie du roi de l'allumette. Clin Parce que d'œil, clin d'œil. oui, le business des Kreuger, c'est l'allumette. Bon, on parle là encore d'un self-made man, comme Charles-Louis Havas, hein, puisque son père est à la tête d'une usine d'allumettes. Ah oui, ah non, c'est même pas l'inventeur de l'allumette, Ah non, 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 non. c'est un marchand d'allumettes. Non, mais lui fabrique des allumettes qu'on appelle des allumettes de sûreté, ou allumettes suédoises. Oui. Puisqu'il faut savoir que l'allumette moderne est née en France en 1805, Mhm. bien après le briquet d'ailleurs. Bah oui, le briquet, on a vu, c'était néolithique. Mais en France en 1805, le fait qu'on doive la plonger dans un flacon d'acide sulfurique pour l'allumer la rend pas très très pratique. Pourquoi Pourquoi de l'acide sulfurique? Bah, c'est comme ça qu'on allume les allumettes à l'époque. Ok, cool, cool. Bon, la première usine d'allumettes au phosphore se monte en 1833, mais là encore, elles sont tellement instables qu'elles prennent feu pendant le transport. Ce qui... Ouais, c'est pas pratique. Ouais, non, c'est pas pratique, ça marche pas très bien. On va reparler du phosphore un peu plus tard, c'est vraiment pas pratique comme substance. Non. Et finalement, c'est un Suédois qui va stabiliser un peu la formule en 1844. Mhm. Donc nous, on est en Suède, pays de l'allumette, à Kalmar, pour être précis. Alors, C'est sur la côte. C'est une ok, petite ville côtière. Et on commence notre histoire, 2 mars 1880. ok. Donc notre jeune Ivar va faire ses classes à Kalmar, sans véritable point marquant, mis à part que, apparemment, d'après ses biographes, on y décèle à la fois un rapport assez personnel avec la vérité et aussi une très grande force de conviction. Donc c'est un sociopathe, quoi. Certains, on verra plus tard, certains franchissent le pas. Il prend aussi une certaine liberté avec les règles, comme il va le montrer par la suite de ses études. Parce que si on ne connaît pas vraiment son enfance, en fait, il y a un point sur lequel à peu près tous ces biographes sont d'accord, c'est l'exemple de l'examen de minéralogie. Parce que Ivar est devenu un étudiant à Stockholm et il veut Mhm. devenir ingénieur. Ok. Et donc il a un partiel de minéralogie, Il étudie les cailloux, son partiel de cailloux. son partiel de cailloux. Et là, en fait, le principe de l'examen, c'est qu'on te met des pierres devant toi et tu dois en identifier un maximum. Ok, c'est... C'est un partiel de cailloux, voilà. Mais il fait du génie civil et des trucs comme ça, et de la construction, Non, mais et c'est de la important mine. le caillou hein, pour Bah oui. l'ingénieur moyen. Et lui, tout le monde est bluffé parce qu'il arrive à identifier tous les cailloux qu'il y a devant lui. Il a le caillou absolu. C'est peut-être ça. Il arrive à les faire tous. Et on se rendra compte plus tard que celles qu'il connaissait pas, il les a mises dans sa poche. C'est une belle façon de faire, je veux dire. Ça illustre un peu son rapport un peu particulier parfois avec les règles. Bon, son diplôme d'étudiant en poche, puisqu'il a brillamment réussi Du coup, ses examens, l'allumette, ça le fait pas très rêver au départ. ouais, Et je peux la comprendre. Suède, ça lui paraît un peu petit. La Suède rurale, fin 19e, début 20e, c'est un peu restreint pour ses ambitions. Donc, direction les États-Unis et New York pour notre jeune ambitieux qui va former sa jeunesse un peu partout dans le monde. Mhm. Mais tout ingénieur qu'il est, il reste un migrant. Oui, même riche, parce que je suppose qu'il est un peu riche quand même. Il a un peu d'argent, mais pas, il n'est pas Oui, c'est pas extrêmement riche. Enfin, son père a une usine, mais c'est pas une usine de dingue. C'est une toute petite usine. C'est pas le mania de l'allumette encore. Et donc, il se retrouve dans une famille d'accueil. Enfin, il paye une chambre dans une famille. Et dans sa famille,
qu'est-ce qu'il va trouver? Un jour, il va tomber sur des plans qu'a fait l'ancien locataire qui était architecte. Mhm. Et miracle, le client de cet architecte passe quelques jours plus tard en disant au fait, où sont mes plans, machin. Et il va dire mais je vous les ai faits, il n'y a pas de problème. voilà, Écoutez. voilà vos plans. Il dit bon, j'ai 2-3 retouches à faire. Il va quand même les terminer parce qu'il est ingénieur. Ouais, puis architecte, finalement, c'est pas très compliqué, Ouais, quoi. c'est juste faire des carrés Voilà, et puis faire. assembler des cailloux. Exactement, finalement. Et donc, c'est comme ça qu'il devient entrepreneur dans la construction. C'est bien le début du XXe siècle. Tu peux faire Oui, c'est c'est ça. plein d'opportunités. Et ça va plutôt lui réussir. Parce qu'il va passer 7 ans à voyager de par le monde pour construire des bâtiments un peu partout. En Europe, aux Amériques, en Inde, en Afrique. Il se balade et il construit. Il va même, à un moment, être un des 2 seuls survivants d'un job au Mexique. Un peu trop proche d'une zone touchée par la fièvre jaune. Ah oui, Toute son équipe meurt, enfin, sauf 2, dont lui. Au cours de ses pérégrinations, il va visiter plusieurs fois la bourse de New York et il va se mettre à lire les biographies de grands industriels, genre Rockefeller. Et là, il commence à rêver. Il commence à se dire, mais le monde est mon huître, je peux en faire ce que je veux. Et au bout de ses 7 ans, donc on est en 1907 à ce moment-là, il a 27 ans, il retourne en Suède et il est bien décidé à marcher dans les traces de ses illustres héros. Ah ouais, mais en Suède, à la bourse de Stockholm. Exactement. Première étape, il crée sa propre société. Enfin, sa propre société qu'on appellera la Kruger Toll. Ok. Et Toll, c'est son partenaire, en fait. Toll, lui, c'est un vrai ingénieur de construction qui va, en fait, se charger de réaliser les chantiers. Et Kruger, lui, il va aller trouver les clients. C'est une bonne association, finalement. Et là, première innovation du monsieur, parce qu'on va voir qu'il va faire plein d'innovations, c'est qu'il va faire des contrats sur lesquels il s'engage sur la date de remise de l'ouvrage. Ah, il est chaud quand même, hein. Parce que dans la construction, même encore maintenant, on évite de s'engager trop. C'est le premier à dire, si je suis en retard, j'ai des malus. Ok, Mais si je suis en avance, j'ai des bonus. logique. C'est assez révolutionnaire pour l'époque. Et ça plaît presque à tout le monde. Hein. Bon, sauf aux voisins qui auront du coup un chantier qui tourne 24 heures sur 24. Oui, bon, bah écoute. Et en plus, il fait partie des très rares Suédois qui maîtrisent le béton armé, Ouais, ok. qui vient des États-Unis. À l'époque, en Europe, on l'utilise pas trop. Et donc, sa notoriété grandit assez vite. Et il va remporter des chantiers relativement prestigieux. Il va construire notamment le stade olympique de Stockholm en 1912, qui existe toujours. Ah non, mais le béton, ça tient bien. Hein. Oui, mais le béton armé. Deuxième étape, les allumettes. Ah bah oui, parce qu'on les avait un peu perdus de vue. Exactement, en 1913. En 1913, il revient aux affaires familiales et reprend l'usine de papa. Et là, il va la fusionner avec 9 autres usines locales. Il va se faire un monopole de l'allumette suédoise. Et c'est un peu le but. Mais surtout, il va d'abord lancer un énorme chantier de modernisation. Mhm. En 1917, il va fonder la Swedish Match, qui devient hégémonique en Suède. Il a peu à peu racheté ou fusionné avec tous les fabricants d'allumettes de Suède et il détient la moitié des parts de la Swedish Match. Bah bien. Enfin, Bon, ça l'éloigne un tout petit peu de la construction quand même. Et donc, il va séparer la Kruger Toll en 2 branches. Une branche building, qui va revenir à Toll mhm. et qui va va faire de la construction. Et lui, il va prendre la tête d'une holding financière qui va lui permettre de faire grandir son empire de l'allumette. Première aubaine pour l'allumette, puisqu'il a repris en 1913, hop, et en 1917, il y a l'hégémonie, mais Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, chaque soldat part avec un paquet d'allumettes dans sa poche. Bien, bonne façon de faire de la pub pour tout le monde. Et surtout, apparemment, il serait à l'origine d'une sorte de superstition qu'on appelle les 3 sur l'allumette, qui veut que si tu allumes une cigarette avec une allumette, ton ami te voit. Si tu en allumes 2, il te vise. Si tu en allumes 3, il te tue. Ouais. Donc, tu n'utilises jamais la même allumette pour allumer 3 cigarettes. Donc, tu dépenses plus d'allumettes. Exactement. C'est un génie du commerce. Bon, pas sûr que ce soit vraiment lui à l'origine de cette superstition, mais c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Le fait est qu'on voit souvent dans les films et tout, les soldats qui sont dans les tranchées, non, fume pas, tu vas nous faire tirer dessus. Ouais. Mais ça montre un peu l'esprit du mec. Et il est fort, hein, parce qu'à la fin des années 20, Kruger, il sera installé dans 43 pays. Ah ouais, bien.
et il contrôlera les 3/4 du marché mondial de l'allumette. Si tu veux, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aussi consolider son empire en achetant les usines qui fabriquent les machines qu'il utilise. Ah, il l'horizontalise? Non, Il verticalise. verticalise. Il va acheter les plantations de bois, il va acheter les scieries, il va acheter les usines chimiques qui font l'enrobage. Ça lui permet aussi un peu de faire pression sur la concurrence. Oui. Parce que, par exemple, quand au Japon, les locaux lui disent « Bah non, on va pas te vendre nos marques d'allumettes », il dit « Bah ok, très bien, vous ferez des allumettes sans phosphore. » Oui. Voilà. Une autre de ces tactiques qui va revenir très souvent, c'est de surpayer pour pas qu'on puisse lui dire non. Oui, ça, c'est vrai que ça marche. C'est un peu l'esprit start-up. Je dépense plein de thunes, beaucoup trop, mais c'est pas grave, j'ai ce que je veux à la fin. Et pour surpayer l'expansion de son empire, du coup, il va devoir surpayer ses financeurs. Mhm. Et il va émettre des actions en bourse pour lesquelles il va promettre des dividendes qui font rêver tout le monde. Genre les plus hautes du marché. Et l'idée est pas bête, en fait. Il va se dépêcher d'établir un monopole mondial de l'allumette. Et ensuite, tranquillement, il pourra faire monter les prix. Oui, c'est pas faux. C'est pas très sympa. Non, mais c'est pas faux. C'est une stratégie. Et donc, notre entrepreneur va se lancer sur les marchés anglais au départ, à la bourse de Londres. Le problème, c'est que l'argent est plutôt en Amérique, Mhm. post-Première Guerre mondiale. Non, et il s'est déjà un peu cassé les dents sur leurs règles antitrust et tout ça. Oui, Parce c'est que... vrai qu'ils sont au moment où il y a Roosevelt qui est un peu violent avec ça. C'est ça. Et du coup, ce qu'il lui faut, c'est un local. Il faut qu'il trouve quelqu'un du cru pour pouvoir naviguer dans l'écosystème, bien comprendre les règles, pour pouvoir ensuite Ne pas bien les bien les suivre. Il lui faut un lobbyiste, quoi. Et non, ouais, même un vrai associé. En fait, il va chercher un associé. Le mec qu'il trouve, qui target un peu de loin, il s'appelle Donald Durant et il est associé dans une banque moyenne. Je n'ai pas noté son nom, mais je crois que c'est Lee et Hutchinson. Enfin, un truc qui n'est pas resté dans l'histoire. Ouais. Et d'abord, il va approcher la filiale londonienne de cette banque en proposant un énorme rabais sur les actions de la Swedish Match. Ouais. Genre, je vais émettre des actions, mais pour vous, elles sont moins chères. Parce que je vous aime bien. Parce que je vous aime bien. On se connaît pas, mais je sens qu'il y a un truc. Et puis après, notre Donald Durant, à un moment, il va croiser un autre Scandinave financier et qui va lui dire « au fait, tu connais Ivar Kreuger ?» Parce qu'il est hyper fort, hein, tu sais. Et en fait, les deux sont potes. Ouais. Bien sûr, ils se sont renvoyés des services. Donc, on parle de lui. Et finalement, il va faire aussi de la publicité autour de son voyage aux États-Unis. Il arrive à faire du cinéma. Genre, il va passer la majorité de son voyage dans la salle de transmission du paquebot sur lequel il est. Genre, il faut que je donne des ordres partout dans le monde, machin. Donc, tout le monde est hyper oh, qui c'est ce mec et tout ça. Et quand il arrive, il y a les reporters qui l'attendent. Les reporters qui l'attendent, machin. Tout ça, ça pique la curiosité de Durant et l'affaire est dans le sac, comme disent les jeunes. Mais c'est tout monté. Enfin, ouais, c'est du théâtre, quoi. Il y a beaucoup de théâtre. À un moment, il fera à peu près la même chose avec Percy Rockefeller. Le descendant d'eux. Oui, le neveu, je crois, d'eux. Et pour le convaincre, à un moment, il le fait venir en Europe. Il est à son bureau et puis il décroche le téléphone. Il fait oui, Mussolini, machin. Et puis il raccroche. Et puis 3 secondes après, il fait allô, Joseph. C'est assez. Il fait beaucoup de théâtre comme ça. Parce qu'en fait, c'est assez caractéristique de la personnalité de Kreuger. Il fait tout pour séduire ceux qu'il veut séduire. Mhm. Et ce qui l'aide beaucoup, c'est qu'il a une mémoire qui est fabuleuse. Apparemment, ça, tout le monde s'accorde à le dire. Il a une très grande déjà, mémoire. il se souvient de tous les cailloux, donc. Oui, voilà. C'est compliqué de pas avoir confiance en un mec qui connaît tous les chiffres et qui est capable de te parler de sa société par cœur en te sortant tout. Et en plus, il prépare minutieusement chaque réunion. Mhm. Donc, il sait exactement de quoi il va parler. Mais genre, c'est-à-dire que quand il fait une digression sur un sujet qui n'a rien à voir, C'est prévu. c'est prévu. C'est prévu, genre, tiens, il y a un truc où il épate tout le monde en parlant de l'histoire de la Hongrie parce qu'il est avec des Hongrois, je crois. Et tout le monde est genre, waouh, il en connaît. En fait, non, il avait révisé avant. C'est bien en même temps, tu vois. Ah bah voilà, il faut ce qu'il faut. Hein. Voilà.
À côté de ça, en plus pour la confiance, il n'hésite pas à faire étalage de tout son argent. Il y a des toilettes en or massif. Presque. Mais il vit dans le luxe, un peu tape à l'œil. Ça aussi, ça rassure, en fait. Ben ouais, c'est ce que disait Havas, hein, tant Oui. que j'ai mon cabriolet, c'est bon. C'est ça. D'un autre côté, quand on lui demande les clés de son succès, lui, il répond, il y a 3 raisons. D'abord le silence, ensuite le silence, et enfin le silence. Le mec aime pas trop parler en détail de ce qu'il fait vraiment lui. Là, tu commences à douter un peu. Tu fais... Et si tu veux, comme Superman, il a l'habitude d'aller se retrancher dans sa forteresse de solitude, qui est le coffre-fort où il y a tous ses papiers, tout ça, et il y passe des heures tout seul. Moi, ça me fait penser à Picsou un peu, tu vois. Qui a son coffre-fort au haut d'une colline et tout. Non, vous rentrez pas. Ouais, sauf que là, il n'y a pas les pièces, c'est plutôt juste les papiers de ses affaires. Et finalement, on dira de lui qu'il a un autre trait qui est bien utile pour les hommes de son industrie, c'est qu'il a apparemment une absence totale d'empathie. Oui, oui, le fait est que c'est utile. Même les femmes qui ont partagé sa vie le disent. Et des femmes, il y en a eu beaucoup, hein. Parce qu'il aime beaucoup les femmes, donc il en a une dans chaque port, qu'il entretient chacune. Il a un petit réseau. Et même s'il n'y a jamais eu vraiment de liaison amoureuse, il va par exemple trouver le premier rôle pour une jeune Suédoise de 15 ans qui découvre en Suède et il dit viens, toi t'as l'air bien, je t'emmène à Hollywood, je te trouve un rôle. Elle s'appelle Greta Garbo. Oui, effectivement. Peu connu. Bah, à l'époque. Oui, faut bien commencer quelque part. Bref, premier pied aux USA avec Donald Durand et Ivar veut lever 15 millions auprès des marchés locaux. 15 millions de l'époque. Ouais, 15 millions de l'époque. Donc 125 milliards de maintenant, quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Et pour ça, il va se montrer inventif. Nouvelle innovation. Il invente les obligations hors convertibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais. Obligation. Ça veut dire que tu as le droit, à ce moment-là, à 6,5% d'intérêt tous les ans. Ok. Quand tu compares à ton livret A, mais même quand tu compares à ce qui se faisait à l'époque, c'est bien haut. Deuxième, or. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ça veut dire que tu peux te faire rembourser en or plutôt qu'en dollars. Ok. Dans des temps qui peuvent être un peu troubles, là on est début des années 20, Oui. tu te mets en fait à l'abri des crises monétaires. Mhm. Troisièmement, convertible, ça signifie que plutôt que de te faire payer en or ou en dollars, tu peux te faire payer en actions de la société. Parce que c'est des obligations de sa société. Oui, de sa société. Et donc, tu peux convertir ta dette en actions si les dividendes qui sont reversés sont plus intéressants que le taux d'intérêt. Donc, en gros, t'es bordé de partout, quoi. Ouais, ça a pas mal comme investissement comme ça. Et ouais, tu m'étonnes que ça fonctionne. Tout le monde dit, mais c'est super cool. Donc, le public est hyper alléché. Il reste un tout petit souci d'ordre légal. C'est qu'à l'époque, la loi suédoise interdit à ces entreprises un contrôle d'investisseurs étrangers de plus de 20%. Ok. Ils avaient encore rien compris à la globalisation. Hein. Les fabricants de meubles. Apparemment, ouais. Ouais. Heureusement, il n'est nul obstacle légal que le génie de l'homme ne peut surmonter. Et Ivar va résoudre le problème en inventant les actions B. Alors qu'est-ce que c'est ? Jusqu'ici, à la bourse, c'est relativement simple. T'as une action, t'as une voix. Ouais. Et après, tu fais le compte de toutes les actions, toutes les voix pour prendre les décisions. Sauf que là, Ivar va vendre des actions B qui ont le même prix que les autres, qui te donnent le droit aux mêmes dividendes que les autres, mais qui t'apportent qu'un millième de voix. Ok. Voilà, dans le cul, le régulateur. Ah, bah oui, du coup, t'as plus les 20%. Voilà, du coup, t'as plus les 20%. Tu peux avoir 20% du capital sans 20% des droits de vote. Ouais, et donc, c'est bon. T'es guidé dans les Exactement. Et c'est un mécanisme qui existe. Alors, étrangement, les actions ont changé de nom. Maintenant, c'est les actions B, elles ont en général plus de poids. Mais bon, bref. Ça, mais c'est parce qu'il y a un c'est autre quelque mec qui a écrit une loi et un autre type intelligent qui a dit bah attends. mais c'est un système qui aujourd'hui fonctionne dans toutes les entreprises quasiment. Donc voilà, Ivar. Très bien. En ajoutant d'autres petites innovations qui sont moins intéressantes, mais qui permettent aux investisseurs de s'arranger un peu avec la fiscalité, on peut comprendre que les actions qui sont émises par Ivar soient parmi celles qui s'échangent le plus sur le marché américain. Bah oui, elles ont l'air pas mal. Voilà, et son vrai coup de maître, c'est 1927. Et là, faut comprendre un peu comment ça se passait dans les années 20. C'est que, en 2 mots, les années 20, c'est pas tout rose partout.
Parce que en Europe, tu sors quand même de 4 ans de guerre. Ouais. Pas une petite guerre. En gros, l'Europe, même si c'est les swinging 20s, les roaring 20s, que tout le monde s'amuse et tout ça, l'Europe est quand même ruinée. Oui, bon. Elle a désespérément besoin d'argent. L'Amérique latine aussi, d'ailleurs, pour d'autres raisons. Et de l'argent, en fait, il y en a beaucoup, mais il est aux États-Unis. Mhm. Et tout ce beau monde a un peu du mal à se parler et à se rencontrer et à faire en sorte qu'il y ait des vases communicants. Et c'est là qu'on a vraiment besoin d'un homme comme Ivar. Qui n'a pas d'empathie. On a besoin du roi de l'allumette. Voilà. Alors, il va faire ses armes au Pérou d'abord en 25 et en Grèce en 26 avec sa nouvelle invention, mais ça reste des pays qui sont pas au premier rang dans le concert des nations. Non. Donc, ça lui permet de roder son histoire et son histoire, elle est assez sympa. Pour faire simple, Kruger, il va acheter contre des gros prêts les monopoles nationaux. Ok, C'est-à-dire qu'en échange du monopole sur les allumettes, il va payer une redevance avec des intérêts en levant de l'argent auprès des investisseurs privés américains. Ok. En gros, il lève de l'argent qu'il prête au gouvernement et en échange, lui, il rembourse cette dette avec le monopole des allumettes. Ouais, donc lui prend pas beaucoup de risques en fait dans cette histoire. Non, lui, c'est un intermédiaire. Enfin, Ouais, un intermédiaire qui se retrouve avec un monopole après quoi. exactement. Et en plus, donc le pays reçoit de l'argent. Lui, il a quand même un vrai savoir-faire industriel. Mhm. Maintenant, l'allumette, il gère. Et il gère souvent mieux que les monopoles publics de l'époque. Mhm. Et les investisseurs, eux, ils ont fait de l'argent parce que Oui, ils ont prêté de l'argent. ils ont prêté de reçoivent des intérêts. l'argent dans un contexte assez sûr, finalement, parce qu'il est baqué par un monopole. Donc, après le Pérou et la Grèce, donc, où il a fait ça, Kruger veut frapper un grand coup et montrer en fait qu'il existe. Parce que bon, là, la Grèce, le Pérou, c'est bien gentil, mais dans le, dans le concert mondial de l'allumette, Oui, fume beaucoup peut-être en Grèce, je sais pas, mais bon. ça tombe bien parce que en face, on a un autre protagoniste, Raymond Poincaré. Ah, Et les deux se rencontrent en 1923, alors que Poincaré forme une commission qui est chargée de débattre du monopole sur le tabac et les allumettes en métropole. mhm. Il y invite Kruger à faire partie de la commission, puisqu'il lui, il est déjà commercialement présent en Algérie depuis 1919. Kruger. Il vend des allumettes en Algérie. Bon, ça laisse quand même quelques indications sur les vraies envies de Poincaré dans cette commission. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand tu fais une commission sur le monopole public des allumettes Et que t'invites un... et que t'invites le plus gros industriel des allumettes au monde, Oui, certes. tu peux te dire qu'il y a peut-être quelque chose derrière la tête de Poincaré. Tu veux dire, est-ce que ça serait comme quand tu prépares une réforme des retraites et que t'invites le plus gros fonds d'investissement d'assurance maladie privée? Ça ressemble à quelque chose comme ça. D'accord, c'était juste pour savoir. Et dans le même temps, la France, elle a contracté un prêt de 100 millions de dollars auprès de JP Morgan, qui a un taux de 8%, et ça pèse un peu lourd sur le budget. Ouais, 8%, c'est vénère quand même. Ouais, et si on ajoute à ça qu'au cours des années 20, le franc est victime d'attaques spéculatives face au dollar et à la livre, les finances de la France sont vraiment pas au mieux. Donc le monopole public des allumettes est soumis au vote en 1924, et la droite au pouvoir va mener ses petites affaires. Le vote va passer, sauf que défaite électorale majeure de Poincaré, 2 mois plus tard, donc en mai 24, et le cartel des gauches arrive au pouvoir. Ouh. Bon, pour la fin du monopole, on va devoir attendre un petit peu, que le peuple ne se dresse plus sur le chemin du progrès. Mais heureusement, le dit peuple revient vite à la raison et replace Poincaré au pouvoir le 23 juillet 1926. Ah ouais, ils seront pas restés très longtemps, le cartel de Non. gauche. Donc 23 juillet, Poincaré arrive au pouvoir. 4 août, on réintroduit le texte pour permettre à Kruger d'avoir le monopole. C'est bien. Ça c'est démocratique. Bon, je te passe un peu l'histoire du texte, parce qu'on va pas rentrer dans l'histoire législative, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il sera finalement débattu début juin 1927. Ah, donc après, un an après... Ouais, c'est ça. Et c'est un peu le choc des cultures, parce que la gauche a un peu du mal à comprendre, peu éduqués sur l'économie qu'ils sont. Pourquoi passer d'un monopole public à un monopole privé? Ouais, le fait est que... Parce qu'à la limite, tu peux te dire, on arrête le monopole public, on ouvre à la concurrence. Mhm. Mais non, là, c'est vraiment, on crée un nouveau monopole privé
qu'on donne à un étranger qui va acheter des machines à l'étranger, enfin qui va s'auto-acheter des machines à l'étranger, et surtout un étranger comme Kroger, qui a quand même une fâcheuse tendance à bien abuser de son monopole une fois qu'il est établi. Oui. Les députés de gauche posent des questions étranges comme mais sinon l'État pourrait pas juste réorganiser la filière pour qu'elle soit compétitive. Je sais pas où ils vont chercher de telles idées. Mais non. Heureusement, Enfin, les adultes responsables auront le dernier mot et Kroger va avoir son monopole. mais il paye quand même un truc? Ou juste on lui donne? Non, alors, il a des arguments. Déjà, en parlant de payer, il a des arguments de poids dans les coursives de l'Assemblée, apparemment. Ouais. Voilà, on ne jettera pas l'opprobre, hein. C'est des échanges de bons procédés. Voilà, on va dire ça. Mais surtout, en face, il y a 75 millions de dollars que Kroger promet en échange à un taux de 5%. Ah ouais, bon. Et lui, en fait, quand il rembourse à la fois le prêt et les intérêts Mhm. avec le monopole. Donc ça permet une belle économie à la France qui va gagner, je sais plus, 2-3 millions de dollars sur son budget. Enfin, c'est assez cool pour eux. On a le roi de Suède qui va intervenir auprès du gouvernement français pour dire si, allez-y, c'est cool. Vous inquiétez vous pas. inquiétez pas, il est bien. Bon, le premier vote passe pas, mais une semaine plus tard, on en refait un deuxième pour être sûr. Oui, parce qu'il y a un mec qui s'est trompé de bouton. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça passe, tout est réglé. Ce qui est étonnant, c'est comment est-ce que Kroger arrive à proposer un prêt qui soit si attractif, en fait, par rapport à ce qu'ils ont. Ben, si tu comptes le fait que lui, il met en partie sa fortune personnelle, Mhm. il met 20 millions. Ah oui, quand même. Ouais. Et que grâce à la confiance qu'il a réussi à générer et tout ça, en fait, lui, il a accès à des conditions qui sont beaucoup plus généreuses que la France. Mhm, mhm. Finalement, lui, au passage, il empoche 2,5 millions de commissions, en fait. Oui, ouais. Finalement, belle réussite financière, hein, parce qu'il se fait de l'argent plus il a un monopole. Et une prometteuse aventure industrielle qui commence. Oui, Mais- parce que la France, ça fait déjà un pays un peu plus... Ouais, un peu plus costaud. Ouais. Et surtout, ça place Kroger en tant qu'expert de la finance internationale. Si tu veux, le mec va devenir une sorte de FMI de l'allumette, quoi. Qui va renflouer les caisses des États un peu partout en échange de monopole. Ok. Et il va faire ça. Bon, ensuite, il fera ça dans des pays d'une importance relative. Donc, pays baltes, pays de l'Est, Amérique latine. Où là, il fait moins de cadeaux qu'à la France. Qu'il a laissé une apparence de gouvernance publique. Mhm. Hein. Il y a toujours une sorte de régie publique qui encadre son... Oui, qui encadre le seul vendeur, producteur et... Oui, en Roumanie, par exemple, il impose non seulement une interdiction des importations d'allumettes, mais aussi une taxe sur les briquets. Taxe qui doit augmenter si les ventes de Kroger n'augmentent pas proportionnellement à l'augmentation de la population. Donc il faut que tout le monde fume, enfin au moins que tout le monde utilise des allumettes. Quoi. Exactement. Ok. C'est la loi. C'est la loi. Fume mon fils, c'est la loi. C'est la loi. Et finalement, notre Suédois, ça devient un mec qui pèse, quoi. Ouais, tu m'étonnes. À tel point que le Times va le mettre en couverture le 24 octobre 29. Ça me dit quelque chose, cette date. Ce serait pas un jeudi? C'est effectivement un jeudi. Sauf que lui, la crise de 29, il va pas être trop impacté par elle. Bah non, tout le monde a besoin d'allumettes, hein, même pendant la crise. Bah, tout le monde a besoin d'allumettes. Lui, il inspire hyper confiance. Les gens, enfin, il fait gagner plein d'argent à tout le monde. Bah, finalement, si t'as un endroit où continuer à placer ton argent, C'est bah, dans- c'est chez lui. Ouais, c'est pas faux. Donc, la crise n'arrête donc pas notre premier de cordée. Et au contraire, il accélère parce que lui, il va aller chercher lui-même la croissance avec les dents. Il va traverser la rue tout de suite. C'est ça. En 1929, il prête 125 millions de dollars à l'Allemagne. Tranquille. Il en rajoutera 15 en 1930, un peu en complément d'un programme américain. C'est le roi de la finance mondiale et il se contente plus des allumettes. Il a par exemple acquis petit à petit, au fur et à mesure de rachats successifs, la société suédoise de téléphonie Ericsson. Ah oui. Oui, une petite société de... Ouais, enfin le mec, autant dire qu'en Suède, il pèse. Ouais, ouais. Je veux dire, et il est en train de négocier une fusion avec l'américain ITT Mhm. pour créer un mastodonte des communications. Là, on est en mai 31. Et il va en plus rassurer les derniers sceptiques en montrant qu'il a 140 millions de dollars de bons du trésor italien
Comme ça. Voilà, il voulait pas en parler, mais parce que Mussolini lui avait demandé de garder ça plus ou moins secret. Mais l'idée, enfin le truc sort, donc il est riche. Oui, ouais. En 32, le 13 mars 32, il est convenu d'une réunion à Berlin où il doit aller discuter de ses plans avec le Gotha de la finance suédoise. À Berlin. À Berlin, c'est plus pratique pour lui. Et bon, quand tu pèses un quart des prêts de toutes les banques du pays, les banquiers ils viennent. Oui, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Quand t'es en déficit de 5 000 euros, Ils viennent aussi, mais avec des non, c'est policiers. toi qui y vas, c'est toi qui dois y aller. Quand t'as le quart des dettes, c'est eux qui viennent. Et ils t'offrent le café et tout. Voilà. Mais en fait, cette réunion n'aura jamais lieu, puisque le 12 mars 1932, on le retrouve dans sa chambre, à l'hôtel du Rhin, une balle dans le cœur. Ah ouais. Sa famille crie au meurtre, mais la conclusion est assez évidente. Suicide. D'une balle dans le dos. Non, vraiment, une balle dans le cœur qu'il a acheté la veille dans un armurier parisien. La question qui se pose donc, c'est qu'est-ce qui pousse l'un des hommes les plus puissants du monde à mettre fin à ses jours ? Bah oui. Dès la mort de Kröger, le gouvernement suédois va dire « Oulala, ça pue !» Ils mettent un moratoire sur Kröger Toll en interdisant tout flux financier et ils lancent une commission d'enquête. Et pour le coup, ils mandatent le cabinet PricewaterhouseCoopers, Pricewaterhouse tout court, je crois, à l'époque, pour essayer d'y voir... chose aussi, ce nom. Bah, c'est un des plus grands cabinets d'audit au monde, PwC. Ça existe encore. Ça existe encore. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est la première fois que des comptables indépendants viennent mettre le nez dans les affaires de ce pauvre Kröger. Sans doute parce que le mec avait bien compris l'intérêt d'être assez pote avec les gens qui l'auditaient. Oui, C'est-à-dire que même si bon, il y a toujours eu un peu d'opacité dans les comptes à cette époque-là, ces comptes américains sont audités par un cabinet d'audit très sérieux et tout ça qui s'appelle Ernst & Ernst. Sauf que au départ, comme il est petit, ils lui ont mis un jeune comptable junior suédois parce qu'il parle la langue, c'est très bien. Et le jeune comptable, très vite, Kröger l'emmène, le fait voyager dans toute l'Europe avec sa famille. Ouais, il le séduit un peu, quoi. Enfin voilà, ça lui fait un peu tourner la tête. Donc il est pas complètement. Il regarde pas trop quand on échange une feuille devant lui, quoi. Non, je pense que c'est plus qu'il est, plus qu'il est complètement séduit, quoi. Ouais. Je pense qu'il voit pas, enfin, il rationalise tous les trucs un peu bizarres qu'il voit, quoi. Parce que l'époque est pas tout à fait à la transparence. Hein. Et puis, en plus, Kröger, lui, il rapporte de l'argent à tout le monde. Donc finalement, bon, les petits arrangements avec l'honnêteté, tant que tout le monde y gagne, il n'y a pas de problème. Et très vite, nos enquêteurs de Pricewaterhouse vont découvrir une autre innovation d'Ivar Kröger. L'utilisation des paradis fiscaux et des sociétés écrans. Puisque c'est lui qui lance cette façon de faire des affaires. Et étrangement, ça commence dès 1923. Et quand il s'installe aux États-Unis, il va s'immatriculer au Delaware. Puis après, il va créer des sociétés en Suisse, aux Pays-Bas, au Liechtenstein. Ah oui, il fait la tournée Grand-Duc, quoi. Exactement. Alors, ça lui permet de moins payer d'impôts, mais ça lui permet de mettre en place sa dernière innovation, qui est assez importante, parce que cette galaxie en fait, de sociétés écran va lui permettre des jeux d'écriture complexes, opaques, et qui sont à l'époque complètement inimaginables. Il va en fait pouvoir opérer des prêts fictifs entre toutes ces sociétés, voire faire circuler de l'argent entre ces sociétés, ses comptes en banque perso. Et puis ça va. En toute discrétion. Et la pratique du prêt entre sociétés filiales, qu'on appelle le off-balance accounting, elle va devenir rapidement une méthode qui est acceptée par beaucoup de gens dans l'industrie de la banque, au point d'être adoptée en 1929 par Goldman Sachs ou Lehman Brothers, qu'on ne saurait accuser de manquer d'éthique. Bah non, c'est pas leur genre. Donc il est au top de la créativité financière. Voilà. C'est grâce à lui qu'on a aujourd'hui le principe de société écran, le principe de... C'est grâce à lui qu'Amazon perd plein d'argent en France, mais on gagne énormément aux Bahamas. Exactement. Et il sert aussi de ces sociétés écrans pour spéculer. Et surtout pour cacher ses pertes. Oui. Parce que en vrai, il va pas si bien que ça, le roi de l'allumette.
Dès le 25 mars, le cabinet, donc on est 15 jours après sa mort, hein, le cabinet produit la première enquête qui dévoile à peu près le poteau rose, les comptes maquillés, l'affreuse réalité. Même les bons du trésor, c'est 140 millions. Mhm. Bah, en fait, c'est des faux. Ah, les trucs italiens, là. Ouais. Première conséquence, mise en liquidation du groupe. Mhm. Et en regardant, on va trouver des versements en faveur de divers politiciens, dont le Premier ministre suédois. C'est un petit tournant, hein, parce que dans l'histoire suédoise, parce que c'est à ce moment-là que va s'installer la social-démocratie en Suède. Ah, ça les a traumatisés. Et ils Ouais, ont fait, mais non. non, Maintenant, mais t'as acheté un Toblerone avec la carte du truc, c'est mort. tu exactement. Mais le premier Premier ministre social-démocrate de Suède, bah, c'est à la suite de l'affaire Kroger. Alors qu'en France, Oui, non, oui, Poincaré, ça, ça il n'a s'en sort bien, quoi. ça n'a jamais été vraiment démontré. Ouais, c'est ça. On apprendra qu'en fait que ces comptes étaient faux depuis 1917 Ah oui. et que entre ce moment-là et entre 17 et 32, Kruger a déclaré à peu près 1,2 milliard de couronnes suédoises de profit, alors qu'en fait il en a fait que 150 millions. Ouais, quand même. Mais oui, c'est moi. La revente du groupe qui se fait permettra aux investisseurs de ne récupérer que 30% de leur argent. Ah, bien. Pour tout dollar qu'ils ont mis, ils récupèrent 37. Là, on compte pas les dividendes, hein. Cela dit, le mec... Ah oui, ils ont pris des dividendes quand même. Ils ont depuis pris des années. dividendes. C'est un coup dur pour les investisseurs professionnels, mais c'est surtout un coup dur pour beaucoup de familles suédoises Hmm. qui avaient investi dans ce qu'on appelait les papiers Kruger à l'époque. Donc, ils avaient misé leur retraite là-dessus. Tant pis, c'est pas grave. Bon, allez, retourne chez Ikea. Au final, sur les 13 milliards qu'il aura réussi à réunir en tout dans toute sa carrière sur les marchés financiers, il en aura redistribué 3 sous forme de dividendes. Mhm. Il en aura surtout détourné 2. Donc dépenser de quoi? Ouais, 2 milliards actuels. Ah oui. Il a détourné 2 milliards d'euros actuels pour payer son train de vie, mais aussi ses pots de vin. Oui, bah il est cher, Poincaré, hein, tu sais. C'est ça. Et en fait, moi, je l'ai trouvé assez intéressant parce que là, c'est assez gris. Tu sais pas si le mec est un... C'est clairement pas un Ponzi ou un Madoff, quoi. Ouais, parce qu'il a aidé quand même certains pays. Il a aidé certains pays, il avait une vraie industrie derrière. Ouais, Il faisait vraiment des trucs. Il vendait vraiment des allumettes, quoi. Il vendait vraiment des allumettes. Bon, apparemment, la valeur du monopole mondial des allumettes est pas si élevée que ça. Ouais, bah non, c'est parce que... tu vois, bon, je sais que le Baron Bic a fait fortune hein, avec Oui. les briquets, mais... Mais du coup, voilà, je trouvais son histoire intéressante de cet escroc au final. Ouais, mais tu sais pas si c'est pas fait... Si c'est pas une fuite en avant pour se Ouais. dire bon allez, ça va marcher, je m'arrange temporairement avec la vérité et puis tout le monde sera content à la fin. Mais en l'occurrence, bah, c'est le mec qui a inventé aussi les actions B, qui a inventé les obligations convertibles, qui a inventé la finance moderne, en fait. la finance mondiale en fait, c'est Ouais, ça. ouais. Qui a Ça me été rappelle un film avec Ewan McGregor, comme ça, où il est trader à Hong Kong, je crois. Ah Où il y a oui, une fuite en avant. c'est ça que j'ai oublié de dire, c'est qu'il laissera quand même, il apparaîtra dans plusieurs films, alors pas sous la forme d'Ivar Kroger, mais des grandes allusions, notamment sous la forme d'un financier scandinave de génie dans un des livres une pièce de théâtre de l'auteur préféré de la confiture. Zweig? Non. La vraie autrice Ayn Rand. Ah bien sûr. Pardon, on parle de finance, ça ne peut être qu'Ayn Rand. Voilà, qui dressera un portrait merveilleux de... Forcément. Forcément. Mais oui, non mais c'est parce qu'on ne comprend pas, nous, petites gens, le pouvoir de la finance et du libertarisme. Exactement. Eh bien, c'est la loi de la jungle, c'est bien, parce qu'on va... Oui. Bonne transition, on va parler de loi de la jungle, du survival of the fittest, comment on appelle ça, l'évolution, quoi, finalement. Oui. On va parler de la guerre sans fin entre les Australiens et la nature. D'accord. Parce que... J'ai une petite idée de qui gagne. Ouais, oui, spoiler alert, à la fin, c'est toujours la nature qui gagne. Hein. Mais on va garder ça pour la fin, parce que bon, j'ai quand même compté les points. Alors bon, c'est D'accord. un peu arbitraire, hein, c'est Oui. moi qui ai donné les points comme ça, mais voilà. Je suis tombé en fait, il y a pas longtemps, sur un mème sur la guerre des émeus en Oui. Australie, dont on va parler à la fin, mais ça m'a posé question. Parce que j'ai eu la chance de visiter l'Australie quand j'étais plus jeune. Et même si à l'époque, je connaissais pas grand-chose à l'histoire naturelle de l'Australie,
tu te rends vite compte que la nature a envie de te tuer en Australie. Oui, moi j'ai eu la chance d'y aller il y a pas très longtemps. Et c'est vrai que quand tu es accueilli à l'aéroport par... alors faites attention à ces méduses, elles font 1 cm² et elles sont mortelles. Oui, voilà. Genre bonjour, je peux récupérer mes valises. Non, c'est ça Et le qu'il y a premier des truc chiens qu'on qui dit. te reniflent et tu te dis, mais j'ai pas de drogue, moi. Le monsieur, il fait, oui, mais si t'as des cacahuètes, c'est mort. Hein. Tu peux pas rentrer. Ah bon. Non, mais oui, la nature veut te tuer hein, en Australie, c'est clair. Pour quelques petits exemples, c'est le seul pays du monde où il y a plus de serpents venimeux que de serpents non venimeux. Il y a entre autres le taipan du désert, qui est le serpent le plus venimeux du monde. Sa morsure, elle est mortelle pour tout animal de moins de 6 tonnes. Donc, tout animal en Australie, quoi. Tout Oui. être vivant en Australie. Peut-être s'ils se jettent sur une baleine. Alors, ils ont aussi le serpent de mer, le plus venimeux du monde, qui, alors je sais pas s'il peut tuer des baleines, je n'ai pas trouvé. Le taipan du désert, là, théoriquement, une morsure, ça peut tuer 100 êtres humains. D'accord. Enfin, il y a assez de venin dans une morsure pour tuer 100 êtres humains. Alors, c'est très théorique tout ça, parce que... Oui, bon, parce que c'est compliqué de mordre son être humain avec une paire de dents, quoi. voilà, c'est ça. Mais bon. En Australie, on a aussi les araignées les plus venimeuses du monde. Par exemple, Arax formidabilis, Qui a un venin qui araxe. clairement, qui est donc l'araignée la plus venimeuse du monde. D'accord. Voilà, mais elle vit dans la jungle, donc tu la rencontres pas trop souvent. Oui. En revanche, tu rencontres beaucoup plus souvent Atrax robustus. Les recluses, là? Non? Alors, robustus, c'est des araignées qui vivent dans des terriers, enfin qui attendent leurs victimes dans les terriers. Mais comme elles vivent dans... Enfin, leur territoire d'origine, c'est la banlieue de Sydney, de temps en temps, elles prennent une chaussure pour Ouais, le terrier. c'est ça. Voilà. Il se trouve que le venin de Atrax robustus est dangereux que pour les primates. Pas de bol. Et voilà. Et je suppose c'est proies quand même. Mais par exemple, les lapins sont immunisés à Atrax robustus. On en reparlera parce que c'est un petit intérêt. Bon, il y a aussi des veuves noires à dos rouge. Il y a 135 espèces connues d'araignées venimeuses. Enfin, c'est tranquille. On a aussi les fourmis balles de fusil. C'est la piqûre d'insecte la plus douloureuse du monde. Oui, qui fait aussi mal qu'une balle de fusil. Ouais, alors il y a un mec, Schmidt, je crois que dont tu nous en avais parlé une fois, qui est sur l'échelle de la douleur. Le fourmi balle de fusil, sa morsure, c'est comme de marcher sur des charbons ardents avec un clou de 5 cm dans le talon. Il y a la guêpe Pepsis, qui est la deuxième sur l'échelle de Schmidt. En fait, l'échelle de Schmidt, elle fait 4. Il y a 4 niveaux. Les deux premiers, c'est Australie. Voilà, c'est ça. Enfin, donc 4, c'est Oui. ce qui fait le plus mal, c'est la guêpe Pepsi. Et la fourmi balle de fusil, c'est 4+. C'est au-delà. C'est au-delà de la Le douleur. mec, essaye pas. Ouais, non. Et puis, on a les crocodiles les plus gros du monde. Ils font 7 mètres. Bon. Oui, ils font 7 mètres. Et moi, ce que m'avait dit dans un zoo, il m'a dit, ah, celui-là, on a dû le mettre dans un zoo parce qu'il guettait les gens dans Oui. les pontons. Ils étudient les habitudes des gens pour aller les bouffer ensuite. Oui, parce que le crocodile de 7 mètres, il te bouffe tranquillement. Et tous les ans, ces crocodiles-là mangent des gens. Voilà. Et oui, parce qu'en plus, c'est des crocodiles de mer. Oui, exact. Mais qui vont quand même dans les rivières de temps en temps. Oui, bah, je veux dire, ces crocodiles, ils n'ont pas besoin Oui. d'avoir de l'eau salée autour d'eux. Hein. C'est des crocodiles à 2 crêtes, double crête. Enfin, t'as l'impression d'avoir un dinosaure, hein, plus ou moins devant toi. J'ai vu quelques photos. Oui. Voilà. Alors, ce qu'on sait moins, cela dit, c'est que les Australiens, volontairement ou non, s'attellent depuis des siècles, des millénaires même, à tuer la nature aussi, en retour. Avec des résultats, on va voir, plus ou moins concluants. Bref, tout commence au Paléolithique. Ouh. Le moment où, en fait, en plus des araignées et des serpents dont on vient de parler là, l'Australie est peuplée d'une mégafaune. C'est-à-dire que, un peu comme le reste de la planète, Oui. hein, mais dans le reste de la planète, on a des mammouths ou des tigres à dents de sabre. En Australie, on a des kangourous géants carnivores, des dodos d'une demi-tonne, des wombats gros comme des hippopotames et des koalas géants. Bon, le koala géant, il fait 13 kilos, c'est moins impressionnant. Ouais, puis c'est très mignon, un koala. Ouais, alors après, un koala de 13 kilos, ça va quand même être un peu balèze. Hein. Ouais, t'as envie de lui faire un gros câlin quand même. Oui, c'est avant vrai. qu'il te refile des maladies vénériennes. Voilà. Parce que oui, le koala, c'est très mignon, mais c'est plein de saloperies vénériennes. Ils ont pas la chlamydia ou Ouais, si, ils sont plein de chlamydia. Ouais. En tout cas, le kangourou de 2,50 m carnivore, t'as pas envie de lui faire des câlins. Et donc, quand Homo sapiens, l'être humain, arrive en Australie depuis l'Indonésie, par la terre... En envoyant des prostituées, non?
Non, mais par la terre à l'époque, parce que c'est période glaciaire, donc Oui. il y a de la terre entre l'Australie et l'Asie du Sud-Est. Et qui découvre ce pays qui est pas très accueillant, on va dire. Ils se posent des questions. Et comme ils n'ont pas à l'époque beaucoup d'outils, à part le feu, eh ben, ils vont utiliser le feu. Donc ils vont cramer la moitié du pays. Alors, en partie pour dégager un passage dans les forêts, et en partie pour rabattre leur gibier, qui est donc méga, Oui, leur méga gibier. leur méga gibier, dans des Méga trou. méga trous, ouais, plus ou moins. Ce qui fait quand... Alors quand même quelques milliers d'années, hein, ça se fait pas Oui. hyper rapidement, mais toute cette mégafaune va disparaître complètement. Et des milliers d'années avant que le mammouth et le tigre à dents de sable disparaissent du reste de la planète. Parce qu'en gros, il y a la période glaciaire se Oui. finit, donc vers moins 40 000 ans, en gros, toute cette mégafaune-là, elle disparaît de toute la planète. Mais en Australie, elle disparaît en beaucoup moins de temps, et puis 4000 ans avant, c'est-à-dire au moment où les êtres humains arrivent et crament tout. C'est un choix hein, de se dire on va pas toucher aux araignées les plus dangereuses du monde, mais en revanche, on va tuer tous les méga koalas. Bah, en fait, ils crament. Alors, à cause de ça, en fait, pour te dire à quel point ils ont cramé, c'est que dans la roche sédimentaire, il y a une couche de cendre, hein, quand même, qui date de cette époque-là. Et que, bah, donc, on a viré cette faune. Ils ont complètement changé les paysages et les climats de l'Australie, hein, parce qui était couvert de forêts avant, Oui. et qui est maintenant couvert de désert, en gros, hein, et de bush. Et ils ont favorisé la propagation des plantes résistantes au feu, comme l'eucalyptus, par exemple. Oui, l'eucalyptus qui est très inflammable, Mais qui a besoin du feu pour... qui a besoin du feu pour pouvoir repousser. On Voilà. avait parlé Ouais, on avait parlé il y a longtemps. quand je revenais d'Australie. Donc là, on peut dire, sur les comptes, bon, humanité 1, nature 0. Quoi. Ok. Je trouve que ça va. Ensuite, néolithique. Donc on a eu le changement climatique, on n'est plus dans une période glaciaire. Et l'écosystème australien s'est stabilisé. Hein. Bon, on n'a plus de grands herbivores, on n'a plus de grands prédateurs, mais du coup, bah, on a plein de petits marsupiaux. C'est le boom du marsupial en Australie. Et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Plus ou moins des kangourous de taille normale, des wombats, quoi. Là, enfin, bon, Des opossums. oui, voilà, les trucs mignons. Bon, alors aussi, les trucs... L'opossum, c'est pas toujours très mignon. Ah, moi, je trouve ça marrant. Bon, ça a un peu des mains creepy, mais... Ouais, et puis quand ça décide de te crier dessus. Ah, bon, écoute, moi, il avait pas crié. Bon, il y a quand même les trucs bizarres, hein, là, l'ornithorynque. Oui. Bon. Mais il y a aussi... Bon, il reste quelques prédateurs, hein, parce que dans tout écosystème, il faut quand même des Oui. prédateurs, en dehors des araignées qui tuent tout le monde. En l'occurrence, les thylacines, des marsupiaux carnivores de la taille d'un chien, qu'on qu'on a appelé plus tard les tigres ou les loups de Tasmanie. Tu tases. Non, le Taz, c'est le diable de Tasmanie, oui. qui est un peu plus petit. Là, c'est vraiment de la taille d'un berger, quoi, plus ou moins d'un chien, sauf que c'est un peu rayé, puis ça a une poche, quoi. Et ça attaque les troupeaux. Alors, oui, plus tard, ça attaquera les troupeaux. À l'époque, là, ça bouffe les marsupiaux. Enfin bon, c'est le plus gros prédateur du coin. En dehors des crocodiles de 7 mètres, mais bon, Oui, bon. ils sont pas partout non plus, quoi. Il leur faut quand même un peu d'eau. Et donc, il y a 4 ou 5 000 ans... Ce qui est drôle, c'est quand il y a des inondations. Ouais, là, c'est un peu plus relou pour tout le monde. Là, c'est plus relou pour tout le monde parce que du coup, dans ta maison, tu peux avoir un crocodile de Voilà. 7 mètres. Ou un serpent de mer ultra venimeux. Bref, il y a 4 ou 5 000 ans, l'être humain amène ou échange, on n'est pas bien sûr, de l'Asie du Sud-Est des chiens domestiques. Parce que bah, on a domestiqué le chien, on trouve ça sympa, puis on se dit qu'en Australie, ça peut servir. Par accident, par maladresse ou par bonté, on ne sait pas trop, mais enfin bon, il y a certains de ces chiens qui sont relâchés. Et qui se croisent avec des crocodiles. Et voilà. Et alors, ça donne des choses horribles. Non. Ils sont relâchés, puis bon, bah, comme on parle pas de bulldog français ou de chien à crête chinois, hein, on parle de chiens de l'époque, donc plus ou moins des 2000 loups, quoi. Bah, ils n'ont pas besoin de l'homme pour survivre. Et comme en Australie, bah, leur seul concurrent, c'est le thylacine, mais que le thylacine, il vit la nuit, et que sinon, bah, il n'y a pas de prédateurs, en fait, pour les chiens. Et bah, ils se multiplient. Ça devient des dingos, les chiens sauvages d'Australie, les dingos. Et c'est les nouveaux super prédateurs de l'Australie. En fait, comme le dingo, il est plus efficace que le thylacine pour tuer, qui se reproduit plus vite, et qui vit la journée surtout, alors que le thylacine vit la nuit. Et bah, au bout d'un moment, ils détruisent la niche écologique du thylacine, qui disparaît totalement d'Australie. D'accord.
en 1000 ans, quoi, quelque chose comme ça. Mais qui survit en Tasmanie, où là, on n'a pas amené de chiens. Ou en tout cas, on les a pas relâchés. Oui, et puis je crois que la Tasmanie, c'est quand même beaucoup plus jungle. Oui, puis c'est plus petit aussi. Ouais. Donc, voilà. Disparition du thylacine en Australie. Humanité 2, nature 0. Avec une passe décisive des chiens. Voilà. Du dingo. Bon. Donc, le dingo devient endémique, hein, du coup, parce que bah, c'est il domine la chaîne alimentaire. Hein. Mais C'est ça qui est étrange, c'est qu'un pays où tout veut te tuer, le truc qui domine la chaîne alimentaire, tu vois, c'est un clébard, quoi. ouais, c'est un gros chien. Enfin, un gros même pas, parce que Mais c'est un vrai, chien. Ouais. c'est un chien, tu vois. T'es pas avec un varan de Komodo, avec... Non, ils ont disparu aussi au moment de la mégafaune. Il y avait des gros varans, mais il n'y en a plus. Mais ouais, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de tigre ouais, mangeur c'est d'hommes ça. et tout. Mais bon, t'as quand même plus de chances de te faire buter par la nature en Australie qu'en Inde, oui. Faut voir. Bref, en En tout Inde, cas, la nature te tue de l'intérieur, à coup d'épices. la nature te liquéfie. Bref, un nouvel écosystème s'harmonise hein, entre Oui. donc les dingos, le reste de la nature australienne et les tribus aborigènes qui peuplent tout le continent, plus ou moins, et qui ont fini par comprendre qu'ils avaient tout intérêt à respecter la nature qui les entoure pour pouvoir vivre en fait sur ce continent qui est toujours pas très accueillant finalement. Sauf les tortues. Ah, dans la mégafaune, il y avait aussi des tortues géantes. Entre les tortues et les aborigènes, il y a un truc. Hein. Ah ouais, ils continuent à les buter. Ouais. Ils ont le droit. Ah oui. Oui, la chasse à la tortue est interdite, sauf pour les aborigènes. Bah écoute, et il faut pas se mêler Parce que c'est des culturel. affaires familiales comme ça. C'est culturel. Bref, en tout cas, tout se passe bien, donc depuis le néolithique jusqu'à l'arrivée des Européens, qui eux étaient pas au courant. Bref, les premiers Européens à découvrir l'Australie, c'est les Portugais, bon, qui la voient, qui le mettent sur une carte, mais ils s'approchent pas trop. C'est au XVIe siècle. Au XVIIe, les Hollandais s'approchent un petit peu plus, ils débarquent un peu, juste le temps de s'embrouiller avec les aborigènes qui croisent. Il y a un petit massacre. Ils repartent, mais ils ont le temps de laisser un drapeau et de dire que ça, maintenant, ça s'appelle la Nouvelle-Hollande. D'accord. Le nom que l'Australie va garder pendant plus de 2 siècles. Donc, en fait, ça s'est plus longtemps appelé Nouvelle-Hollande que Australie. Bah, et à côté, on a la Nouvelle-Zélande. Oui, un peu plus loin. Puisque la Zélande, la Hollande et la Zélande, c'est deux provinces des Provinces-Unies, qui sont les Pays-Bas. En fait, là, on est au XVIIe siècle. On est au moment où c'est la compagnie des Indes orientales hollandaises qui domine ce coin du monde. Et donc, dès qu'ils voient une île, ils disent c'est à nous. C'est la nouvelle. Voilà, c'est la nouvelle truc. Bon. Mais ils abordent pas, parce que voilà. Bon, on s'en rapproche de plus en plus tout le long du XVIIe. On repère un petit peu les côtes, enfin surtout la côte ouest et la côte nord. On sait pas bien. Pendant un moment, ils croient que c'est attaché à l'Antarctique, mais bon, ils n'arrivent pas à faire le tour par en bas, donc voilà. Et c'est qu'en 1770 que James Cook, l'explorateur anglais, va aborder l'Australie par le sud-est. En fait, il va d'abord, c'est lui qui va vraiment faire le tour de la Nouvelle-Zélande. Ça va être sa base à cet endroit-là. Oui. Et il va aborder l'Australie par le sud-est. Décider que maintenant ça s'appelait la Nouvelle-Galles du Sud, puisque voilà, Qui est toujours un nom utilisé. c'est toujours un des États d'Australie autour de Sydney, parce qu'en fait il va débarquer à Sydney. Bon, s'embrouiller avec les aborigènes aussi au début. Comme tout le monde. Ouais. Il commence par leur tirer dessus en même temps. Mais après, il va passer quelques jours avec eux, et donc il va prendre possession des 2 tiers de l'Australie au nom de la couronne d'Angleterre. Alors les 2 tiers est, puisque le tiers ouest, il a encore un peu peur que ça appartienne aux Hollandais, donc il se dit voilà. Dans son ordre de mission, Georges III lui avait dit on est au 18e maintenant, on n'est plus des barbares, donc t'arrives, s'il y a des gens qui habitent, tu négocies avec eux, tu fais un traité quoi. Lui, donc il tire sur les aborigènes, après il passe quelques jours avec eux, et puis il dit non, bah, c'est bon. J'ai traité. Ils sont pas vraiment maîtres de leur terre, donc on va la prendre. Bon. C'est mieux pour tout le monde. Oui, c'est mieux pour tout le monde, ça allait. Bon, en fait, il rentre, pendant 18 ans, il se passe rien, et puis... J'imagine que si tu compares la superficie de la Galles du Sud et de la Nouvelle-Galles du Sud, Oh, c'est kiff. c'est à peu près pareil. Tout à fait. Kiff. Il y a moins de L. Les noms sont plus courts. Les noms sont plus courts, ça compense. 18 ans plus tard, donc 1788, la First Fleet, la première flotte de colons anglais, débarque dans la baie de Sydney, de ce qui va devenir Sydney.
avec en pratique 736 prisonniers, hein, parce que Oui. l'Angleterre a décidé que ça deviendrait une prison. Et donc envoie ces bagnards, avec leurs enfants, leurs femmes et tout. Bon. Et puis, bah, démerdez-vous. Hein, construisez un truc. Alors, il y a 11 navires hein, quand même dans la première flotte, et notamment, il y a un navire qui est plein de briques hein, pour construire des trucs. Oui. Et ils amènent avec eux des rats, hein, parce que dans les navires, des rats, des lapins, mais qui gardent en cage, et des chats, pour buter les rats à la base. Oui. Et au début, ça se passe bien, notamment parce que les 2 premières années, c'est un peu la famine, parce que bon, il faut faire pousser, oui, connaissent pas le bled. T'arrives au milieu de nulle part. Voilà. Puis les aborigènes, ils font pas Thanksgiving, tu vois, ils amènent pas du potiron. Donc c'est le bordel. Enfin, faut dire que les colons, ils ont amené la varicelle avec les Aussi, lapins ouais. et tout, donc les aborigènes sont un peu des problèmes en ce moment. La myxomatose. Pas tout de suite. Donc voilà, au début ça se passe bien. Bon, on s'installe. On s'installe en Tasmanie en 1803, en Nouvelle-Zélande, ce sera 1840. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, les Maoris, eux, ils ont le droit à un traité quand même. Oui, bah, ils sont peut-être plus vénères. Peut-être. Mieux organisé en tout Oui. cas. Bon, mais revenons à l'histoire naturelle donc. Selon un article de journal, dès 1827, en Tasmanie, des milliers de lapins se baladent librement entre les propriétés des colons. Lesquels colons, donc, écrivent dans cet article que ça commence à devenir un peu inquiétant. Parce que c'est joli, les lapins, mais par milliers, ça fait des dégâts. Ça inquiète un petit peu les autorités donc en Tasmanie, les loups de Tasmanie, les thylacines dont on Oui. parlait, et les diables de Tasmanie, hein, parce qu'ils vivent en Tasmanie aussi, qui sont carnivores. Bah, ils sont pas hyper efficaces en fait pour buter les lapins, parce qu'ils sont pas des milliers, eux. Mais ils sont contents, cela dit. Hein, Oui, ça leur fait de la bouffe. Ça leur fait de la bouffe, sauf que les Un peu de colons. moutarde, hop. Voilà. Sauf que les colons, bah, les thylacines, ils en ont peur, donc ils se mettent à les buter à peu près à la même époque et à offrir des primes pour Oui. des pots de thylacine. Ce qui va faire qu'ils vont disparaître de Tasmanie en 1935. Oui, et il me semble que justement, j'avais lu un article là-dessus qui disait que on les avait accusés de bouffer le bétail, Mhm. alors qu'en fait, je crois que mécaniquement, enfin morphologiquement, c'était pas possible. Ouais, de ce que j'en ai vu, je pense que c'est délicat. Un petit mouton peut-être, mais une vache en tout cas, non. Ouais, et qu'en fait, on les avait butés un peu pour rien. Oui. Mais parce que c'est rare, c'est joli, et on en a buté plein pour les ramener dans les musées d'histoire naturelle en Ouais. Europe. Bon. Cela dit, depuis 1935, tous les 10-15 ans, il y a des gens qui disent « Ah si, on en a vu un et tout, ils sont pas éteints. » Bref. Toujours est-il, les petits problèmes de la Tasmanie sur l'île principale, sur l'Australie, on s'en fout. Hein, les lapins sont encore gardés dans des enclos ou dans des propriétés bien fermées avec des murs en pierre, donc ça inquiète personne et ça inquiète surtout pas Thomas Austin. Thomas Austin, c'est le colon anglais parfait. Il est né en 1815 et Il a braqué 4 banques. non, c'est vraiment le colon qui profite des opportunités qu'offre l'Empire britannique. Donc il est né en 1815 dans la petite bourgade de Boltonsborough dans le Somersetshire. Autant dire. Donc dans la campagne anglaise, il y a 850 habitants à Boltonsborough. Et il pleut. Souvent. Mais donc il émigre en Tasmanie à 15 ans pour rejoindre les fils aînés de la famille qui sont partis il y a quelques années mais qui ont fait commencent à prospérer dans le commerce. Donc il arrive en Tasmanie au moment où il y a le problème avec les lapins. Mais bon, lui dans le commerce, donc ils s'en foutent. Et à 21 ans, ils vont rejoindre l'Australie et se lancer dans l'élevage de moutons dans l'État de Victoria, sur des terres qu'ils vont prendre, parce qu'en fait, elles appartiennent à personne. Donc ils vont faire une petite ferme de 12 000 hectares pour élever des moutons. Donc Victoria, c'est l'État où il y a Melbourne maintenant. Ouais. Lors de la ruée vers l'or qui commence en Victoria en 1851, il fait partie de ceux qui ont compris qu'il vaut mieux vendre les pioches que les utiliser pour devenir riche. Bon, en l'occurrence, lui vend des moutons, mais c'est pareil. Et donc, il est riche. C'est moins pratique pour creuser les moutons. Ouais, mais bon, faut bien se nourrir, quoi. Oui. Tu vois, quand tu creuses à la pioche. Donc, il devient riche et puis en parallèle, il se met à l'élevage de chevaux de course avec un certain succès. Donc, il est encore plus riche. Ce qui lui permet de prendre des vacances en Angleterre, dans la mère patrie, tu vois, de retourner dans le bocage de son enfance, où il renoue avec ses racines, et notamment la chasse aux lapins. Et il trouve que c'est hyper bien, et que c'est vachement dommage qu'en Australie, on ne puisse pas chasser le lapin. Donc quand il y rentre en 1859, il envoie une lettre à son neveu qui est resté en Angleterre, et lui dit « Bon, envoie-moi 24 lapins. » Ah bon, avec quelques perdrix aussi, des trucs comme ça, histoire de chasser.
Des lapins gris sauvages, là, tu me les envoies, comme ça on va faire des parties de chasse sur ma ferme de 12 000 hectares, ça va être cool. Le neveu en question, il trouve pas assez de lapins gris sauvages, et donc il envoie dans le tas des lapins domestiques, qui sont pas hyper différents, hein, mais un petit peu quand même. Et donc Thomas Austin, il les reçoit, il les relâche sur sa propriété, et puis il organise des parties de chasse tous les samedis, c'est cool. C'est tellement cool que quand le duc d'Édimbourg, le fils de la reine, Oui. Alfred de Saxe-Cobourg-et-Gotha. Je ferai un épisode un jour sur la famille de Saxe-Cobourg-et-Gotha parce que ils sont pas drôles du tout, mais ils ont fait un beau monopole des têtes couronnées. Il tue plein de gens. Ouais. Toujours est-il, lui, quand il voyage en Australie, il vient voir Thomas Austin sur sa propriété pour pouvoir chasser le lapin, comme tout bon anglais. Ce que Thomas Austin n'avait pas prévu, C'est qu'il n'y a pas de mur. malgré son passage en Tasmanie au début de sa carrière de colon, non, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le croisement des lapins gris et des lapins domestiques, ça donnerait des lapins hyper bien adaptés à l'Australie. Et que le climat australien, où il fait jamais vraiment très froid, ça permet aux lapins de se reproduire toute l'année. Donc 2 à 3 fois par an. À raison de porter d'une bonne dizaine à chaque fois. Résultat, Ce qui permet de pouvoir continuer à faire des parties de chasse. certes. Mais 10 ans plus tard, en 1869, 2 millions de lapins sont abattus chaque année sans qu'il y ait aucun effet notable sur leur population. Et des centaines de millions de lapins, donc, en liberté, ça détruit beaucoup de choses. Oui. Les cultures, mais aussi la nature normale. Enfin, bon, ça détruit tout, quoi. Parce ça se nourrit. Parce que... C'est encore... ça, je sais pas pourquoi ça me fait penser aux ours des libertariens. Un petit peu, ouais. C'est un petit peu... Bon, il n'y a pas de règles, donc chacun fait ce qu'il veut. Et... C'est un peu ça. Et on finit par faire n'importe quoi. C'est un peu ça. Bon, il se trouve aussi qu'ils n'ont pas de prédateurs, en fait, les lapins. Parce que les thylacines, à la limite, ça bouffe un petit peu les lapins, mais le dingo, ça aime pas trop le civet, ça préfère le kangourou. Donc, Vas-y, allez-y. voilà, hein, l'araignée... Enfin, tu vois, ils se font buter par des araignées, par des serpents de temps en temps, un peu par les dingos, mais ils se reproduisent tellement vite que, il y a le lac, quoi, le lapin. Et donc, les Australiens se mettent à essayer un peu tout et n'importe quoi pour contrôler la population de lapins. Par exemple, dynamiter les terriers ou les passer au bulldozer. Ça n'a pas d'effet. Ensuite, ils essayent d'empoisonner les lapins avec du phosphore, par exemple. Parce qu'ils trouvent que le phosphore, c'est bien, parce que quand ça se dégrade, c'est pas dangereux pour le reste de la nature, puis les animaux domestiques et trucs comme ça. Bon, c'est un petit désavantage, c'est que ça crame, quoi. Oui. Et qu'en Australie, quand tu déclenches un incendie, c'est un peu relou. Oui, c'est ça. Donc, ils ont un peu changé. Aujourd'hui, ils utilisent du fluoroacétate de sodium. Mais ils continuent à se battre contre les lapins. Ah bah oui, contre les lapins, hein, continuer d'utiliser du fluoroacétate de sodium, ça marche pas énorme. Ils ont fini par comprendre, les lapins, faut croire. En fait, pour trouver d'autres idées, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud, en 1887, va offrir une prime de 25 000 livres de l'époque, c'est-à-dire 2 millions de livres d'aujourd'hui, à quiconque trouverait une meilleure méthode d'extermination des lapins. Donc en 1888, attiré par la prime, Louis Pasteur, Oui. propose d'utiliser le choléra du poulet sur le lapin, en disant si on en infecte un, ils vont se refiler la maladie, puis ils vont tous mourir. Bon, mais ça marche pas parce que c'est pas assez contagieux, le choléra du poulet. Mais en 1906, un autre chercheur de l'Institut Pasteur va venir en Australie pendant 2 ans pour essayer de trouver une maladie qui va bien. Notamment, alors lui, c'est son truc, la pasteurellose, qui est un peu un dérivé du choléra du poulet. Hein. Mais bon, ça marche pas beaucoup plus. En 1950, ils vont essayer avec la myxomatose. Ah. Donc, ils vont La relâcher. la relâcher librement. Ils vont réussir à faire chuter quand même la population de lapins de 600 millions à 100 millions. Ouh. C'est ce qui a mieux marché jusqu'à présent. Sauf qu'entre les lapins, Résistance. voilà, ils développent des- une résistance et puis maintenant, on est de nouveau à 500 millions. Bon. Donc il faut trouver une autre maladie. Au début des années Donc, si 80... vous avez des idées, vous qui nous écoutez, Attends, parce que c'est pas fini. Au début des années 90, ils tentent le coup avec le calicivirus. Donc là, on est dans les années 90. Donc ça n'a rien à voir avec Game of Thrones. Non, ça s'écrit pas pareil. Non, mais là, on est dans les années 90, on est un petit peu plus sérieux scientifiquement, donc ils font des expériences avant de relâcher un virus dans la nature comme ça. Bon, sauf que le virus s'échappe d'un laboratoire. En 95, et se répand dans tout le pays.
Et depuis, il a muté, sans qu'on sache pourquoi, pour devenir plus virulent. Alors, ce qui est bien pour Oui, gérer les lapins. Sauf que eux finissent par développer une résistance résistance. aussi, parce que bon, il y a quand même une génération de lapins tous les 3 mois. Et pour l'instant, ce virus ne se transmet pas à d'autres espèces. On va espérer que les Australiens n'aiment pas faire des partous avec les lapins. Bref, Un petit pangolin. voilà. Finalement, la seule solution efficace qui a été trouvée, non pas pour contrôler la population de lapins, mais pour contrôler où est-ce qu'ils vont, c'est de construire des barrières. Parce que quand tu peux pas t'en débarrasser complètement, juste essaye qu'ils viennent pas chez toi. Donc par exemple, en Australie occidentale, qui est le dernier État qui a été colonisé, donc à l'ouest, Mhm. en 1901, on va construire une barrière qui va carrément couper l'État du reste du continent sur 3256 km de long. Build the wall. Voilà. Ça a duré 6 ans quand même, la construction de ce truc-là. 814 000 $ de l'époque, 61 millions. Pour construire une barrière de barbelés, hein, parce que Oui, c'est que ça. Hein. C'est des piquets tous les 3 mètres avec des barbelés à la hauteur qui vont bien pour le lapin. ouais, pour scalper le lapin quand ça va bien. Le problème, c'est qu'il faut quand même des ouvertures pour que les voitures passent, des Oui. trucs comme ça, que c'est dur à entretenir, que le lapin ça creuse, des terriers, donc ça passe sous les barrières, donc ça les fait doucement marrer, les lapins. Humanité 2, nature 1. Une des solutions qui a été proposée pour gérer la population de lapins, c'est d'introduire d'autres prédateurs. Parce Oui. qu'en Bah, Europe, il n'y en a pas de oui. problème de lapins, parce qu'on a des prédateurs. Dès le milieu du 19e siècle, on se dit qu'on va relâcher des renards. On en avait déjà relâché quelques-uns pour la chasse, pour pouvoir faire de la chasse à court et tout. Puis là, on se dit, bon, on va relâcher plus, comme ça on pourra faire plus de chasse à court, puis ils vont bouffer les lapins. Sauf que quand tu lâches un prédateur dans un endroit où il y a des millions de ses victimes, ça augmente la population du prédateur, mais ça ne fait pas vraiment diminuer la Bah, il faut un bout population de de la temps, quoi. victime. Quoi. Oui. En fait, tu lâches des renards dans un buffet all you can eat, quoi. Oui. Donc maintenant, ils ont un problème de renards, parce qu'il y a 7 millions de renards sauvages Mais c'est pas grave, on va trouver un prédateur du renard. sur tout le continent. Non, ils mettent des poisons et des primes. Et quand, Euh, quand tu te retrouves à relâcher des ours, tu dis, bon, l'étape d'après, c'est quand même les filets au crocodile. Quoi. Bon, un petit problème avec les renards, c'est qu'ils se mettent, en fait, ils attaquent pas que les lapins, ils attaquent aussi les marsupiaux, Oui. qui sont originaires d'Australie et puis qui, eux, n'avaient rien demandé à personne et sont pas du tout adaptés pour gérer les renards. Ouais, non. C'est comme les dodos qui volent pas, quoi. Qui sont des sortes Ouais. de poulets. Ouais, mec. Voilà, quand tu mets un prédateur dont il est pas habitué, c'est mort, quoi. Parce qu'il y a un autre truc qu'ils ont essayé de relâcher, les colons anglais. Alors, ils en ont relâché, puis il y en a d'autres qui se sont échappés parce que on parle du chat domestique et que le Oui. chat, de temps en temps, ça dit fuck you, je me casse. Mais les Anglais se sont dit, bon, un chat, ça peut buter un lapin. Donc, si Oui. on relâche des chats, il y aura moins de lapins. Et comme le chat domestique, ou pas d'ailleurs, enfin le chat de manière générale, c'est un peu le super vilain de la nature, hein, puisqu'il voit dans la nuit, il a des griffes rétractables, il retombe toujours sur ses pattes, il marche sans bruit, enfin c'est un serial killer, hein, le chat Ah quand même. oui. Un petit peu comme avec le renard, si tu le relâches à un endroit où il a plein de proies et qu'il a à peine à tendre la main pour en buter une, il se multiplie aussi. Et donc on a un problème de chats arrêt, donc de chats sauvages en Australie, puisqu'en ce moment il y en a entre 10 et 20 millions en liberté sur tout le continent. Et que, à cause des hasards de la génétique ou des brassages entre des Maine Coon, je suppose, qui sont passés, maintenant, des chats domestiques errants, il y en a qui ont la taille d'un puma. Et donc, régulièrement, il y a des paniques collectives quand on dit ouais, il y a une panthère qui rôde autour des Non, villes. non, c'est un très gros chat. Voilà, c'est un très gros chat sauvage. Sachant que les chats, moi j'avais lu que c'était un truc débile en termes de tuer les oiseaux. Ah oui, oui, c'est une horreur. Les chats, c'est Les vraiment chats, des serial killers. même en France, les chats domestiques, ça tue, c'est genre la première cause de mort d'oiseaux. Ah oui, 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 parce que même les chats domestiques qui ont des croquettes, et donc ils les mangent pas, les oiseaux. Ils les butent quand même pour garder le. Pour garder un edge, on sait jamais. Mais les Je chats. tue des oiseaux et j'apprends à parler allemand, je serai prêt pour la prochaine. Voilà. Les chats arrêtent, donc les chats sauvages en Australie, c'est un problème pour les marsupiaux, mais c'est un problème pour les oiseaux aussi, originaires d'Australie, qui, pareil, sont pas prévus, le coup. Sauf le casoar, peut-être. Ouais, oui, c'est sûr que le casoar et l'émeu, dont on va Oui. parler plus tard, le chat s'en branle. Mais alors, il y a une espèce de perroquet, par exemple, qui a Oui. disparu à cause de ça. Bref, Humanité 2, Nature 2, Oui. on va dire.
En passage, en Nouvelle-Zélande, ils ont le même problème de lapin, hein, parce que voilà, ils ont fait la même connerie. Mais eux, ils ont essayé d'introduire des furets. Sauf que le furet, c'est un animal domestique, donc ça Oui. ne survit pas dans la nature à l'état sauvage. D'accord. Donc ils l'ont croisé avec des putois. Et donc les furets putois, je sais pas comment ça s'appelle, enfin, en tout cas des furets sauvages, sont un problème en Nouvelle-Zélande, comme les renards en Australie. Parce qu'il y en a trop, ils butent tout. Ouais, mais en plus, les putois, c'est genre les trucs ultra agressifs. Ouais, ouais, ouais. Alors pour le coup, ça bute tout, ça. Oui, 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 oui. C'est ultra agressif et ça fouette, hein, en plus. Ouais, mais genre, tes serpents venimeux, machin, le putois, ils sont branlent. Hein. Ouais, c'est possible, ouais. Il y va, il les bute. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais il y en a moins en Nouvelle-Zélande, Oui. cela dit, des serpents venimeux. Bref, retour au 19e siècle. Pour transformer des marchandises à travers le bush et le désert, parce que bon, l'Australie, donc c'est surtout du bush et du désert. Les Anglais importent 20 000 dromadaires. Parce que, bon, Oui, l'Empire britannique, c'est grand, ils ont vu que ça marchait ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en Australie. Mais au début du XXe siècle, quand on construit des chemins de fer et des routes, en fait, des dromadaires, on n'en a plus trop besoin, donc on les relâche, parce que on est sympa, on va pas les Oui. tuer. Il y en a aujourd'hui 1,5 million qui vivent en liberté dans le désert australien et qui commencent à devenir un problème. Parce que, voilà. Même problème avec les chevaux qu'on a relâchés, les porcs, les ânes, les chèvres et les cervidés. Parce que tout ça, en fait, ça n'a pas de prédateurs, parce que c'est quand Oui. même un peu gros pour un dingo. Et donc, il y en a de plus en plus. Et leur population grandit exponentiellement. Mais oui, et puis il n'y a même pas de prédateurs humains parce que c'est des endroits où. Bah oui, le dromadaire il est au milieu de rien. Donc, Oui, voilà. c'est ça. Donc, ça devient un autre gros problème. Humanité 2, nature 3. Bon, cela dit, avec toutes ces espèces-là qu'ils ont mis, il y a 60 espèces animales qui ont disparu depuis l'arrivée des Européens et plus de 150 qui sont en voie d'extinction. Humanité 3, nature 3. Allez. Ok. Donc, allez, on est un peu plus ou moins à égalité dans cette guerre qui est une guerre un peu asymétrique, hein, de longue haleine, Oui. on va dire, un moment où les belligérants ne se rencontrent jamais vraiment sur le champ de bataille. Mais dans les années 30, un peu comme partout dans le monde, c'est l'escalade. Et le conflit va prendre une tournure Industriel. inimaginable dans la fameuse guerre des émeutes dont je parlais au début. Un peu de contexte. En 1901, l'Australie devient l'Australie, un pays uni. C'est enfin un dominion de l'Empire britannique, mais en tout cas une fédération unie. Et donc pendant la Première Guerre mondiale, l'Australie va envoyer des soldats en France, enfin en Europe, pour se battre, 400 000 en l'occurrence. Et pour récompenser les 350 000 qui rentrent, le gouvernement va offrir aux volontaires des terres en Australie occidentale, qui n'est toujours pas très développée et dont on se dit que ce serait bien qu'il y ait un peu plus d'agriculture. Donc on file aux anciens soldats des terres du côté de Perth, donc en Australie occidentale, et on leur dit cultivez du blé, parce qu'on en manque un petit peu. Vous inquiétez pas, on vous filera des subventions. Donc, ok, les mecs cultivent du blé. Tout se passe bien. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'une population d'émeux. L'émeu, donc, c'est un oiseau qui ne vole pas, Oui. qui fait entre 1,50 m et 2 mètres, qui ressemble à une autruche en moche, plus ou moins. En moche. Et qui doit avoir un cerveau plus petit que son œil. Il y a des chances. Il y a des chances, enfin voilà, c'est des grandes pattes, un grand cou et puis des plumes, bon voilà. Et Donc, des talons. Et des pieds qui te déchirent l'abdomen. oui, sûrement. Donc cette population d'émeux, en fait, a l'habitude de migrer chaque année entre les terres centrales où ils se reproduisent et le littoral où ils viennent passer l'été. Et donc quand ils arrivent et qu'ils trouvent toutes ces nouvelles cultures, c'est un peu open bar pendant le spring break, quoi. Parce que donc les nouvelles cultures, c'est du grain pour manger, et puis c'est des réserves d'eau. Donc ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils restent sur place. Or, cette population d'émeux, on parle de 20 000 bêtes quand même. Bon. Autant dire que la barrière anti-lapin de 1901, pour, donc j'ai dit, 1,60 m au garrot, en moyenne, ça les fait doucement rigoler. Oui. Les émeux, donc ils passent, et les vétérans finissent par se plaindre au gouvernement et au ministre de la Défense, George Pierce, qui était déjà ministre de la Défense pendant la Première Guerre mondiale, avec qui ils ont gardé un petit peu des liens, et ils réclament l'intervention de l'armée, et notamment l'envoi de mitrailleuses. Parce qu'ils ont bien vu comment la mitrailleuse, ça fauche n'importe quoi pendant la guerre. Et puis juste, ça leur manque peut-être. Ils ont envie de... Alors, oui, peut-être. Enfin,
Georges... Cela dit, je sais pas, si tu sors des tranchées, je sais pas si t'as trop envie de retoucher Ouais. un flingue c'est pas de ta sympa. vie. Ouais. Mais ils savent qu'en tout cas, ça a fait des dégâts. Et Pierce accepte assez rapidement, bon, à la condition quand même que ce ne soit que l'armée qui utilise les mitrailleuses, en se disant que ça leur fera un bon entraînement finalement à ces soldats, parce que là, on est dans les années 30. Hein. Donc c'est une nouvelle génération de soldats qui n'a pas connu les tranchées, justement, qui a besoin un petit peu de se frotter au combat. Donc ça leur fera un petit peu d'entraînement, et puis ça renforcera les liens entre le gouvernement de Canberra et celui d'Australie occidentale, parce qu'ils sont un peu en bisbille à l'époque, notamment parce que les subventions de blé, en fait, sont jamais venues. Bon. Et donc, en octobre 1932, le major Meredith est envoyé aux commandes de la 7e batterie lourde du régiment royal de l'artillerie australienne, avec 2 mitrailleuses Lewis et 10 000 cartouches pour combattre les 20 000 émeux qui ravagent le coin. Tout va bien. Quand les militaires arrivent sur place, à la mi-octobre, il pleut. Enfin, il pleut version Australie, donc il y a des pluies torrentielles. Donc, les émeux sont éparpillés partout, et puis les routes sont impraticables, donc ils ne peuvent pas se battre. Bon. Ça retarde un petit peu jusqu'au 2 novembre, où là, c'est le véritable début des opérations, qui commence par une escarmouche entre l'ensemble du corps expéditionnaire, c'est-à-dire le major Meredith, le sergent McMurray et l'artilleur O'Halloran. Donc ils sont 4 Non, ils sont 3. 3. Pardon, je surestime les forces. Ils ont 2 mitrailleuses, donc ils sont 3, quoi. Un mec par mitrailleuse, puis un type pour dire où tirer. Et un détachement de 50 émeux. Victoire de l'armée australienne, 12 émeux morts. Le reste s'est enfui, a abandonné le champ de bataille. 2 jours plus tard, le major Meredith décide de tendre une embuscade près d'un point d'eau à un groupe de 1000 émeux qui a été spoté dans la région. Ah oui, on sent pousser des ailes. Ah bah oui, on a vu à quel point les mitrailleuses étaient efficaces contre les émeux. Non. Mais on se dit, justement, en fait, c'est qu'il n'y en avait pas assez la première fois. On se dit, pour que ça soit efficace, la mitrailleuse, il faut qu'il y ait un gros tas d'émeux. Et puis là, on tire dans le tas, et puis on va en tuer plus que 12. Donc le plan se déroule sans accroc jusqu'à ce que les mitrailleuses s'enrayent. Pas de bol, ça arrive, ils en ont que 2 en plus, donc bon. À nouveau, 12 émeux morts. Donc victoire quand même de l'armée australienne. Le 6 novembre, donc 4 jours plus tard, Meredith a redéployé ses troupes dans le sud de la région où les émeux sont, paraît-il, plus pacifiques. Malheureusement, entre-temps, l'ennemi a adapté sa stratégie et chaque groupe d'émeux a un guetteur qui, quand il voit arriver les militaires, prévient les autres et tout le monde s'éparpille, enfin tous les émeux s'éparpillent et c'est vachement plus dur de les tuer à la mitrailleuse. Donc, pour rendre son détachement un peu plus mobile et puis amoindrir l'avantage tactique quand même de l'émeu qui court vite, ça court à 60 km/h. Mais tu peux pas en choper 2 ou 3, les faire prisonniers, les retourner contre... Les faire parler. Les faire parler et puis après monter ta mitrailleuse sur un émeu. Meredith dira à la fin de cette guerre que si on pouvait mettre des mitrailleuses sur des émeux, on roulerait sur le monde. Serait invincible parce que l'émeu peut foncer sur un tank sans avoir la moindre peur parce qu'il est un peu trop con par rapport. C'est ça. C'est quand t'as pas de prédateur de jamais. Ouais, tu n'as peur de rien. Donc bref, pour amoindrir l'avantage tactique de la vitesse, Meredith décide de monter une des mitrailleuses sur un camion que lui a prêté les fermiers, enfin les vétérans. Oui. Problème, les émeux, qui ne respectent décidément aucune des règles de la guerre, mais ne suivent pas les routes. Donc le camion doit partir à travers champs. Ce qui fait qu'il brinque-balle tellement que le mitrailleur ne peut pas viser du tout, et que donc ça ne sert à rien. Le 8 novembre, le bilan de la campagne, on est entre 50 et 300 émeux tués. On n'est pas bien sûr. Parce qu'il y a ceux que tu as tués d'un coup, puis tu as ceux que tu as blessés, puis que tu récupères plus loin. Il faut que tu aies des témoins. Enfin, c'est comme pour les victoires dans l'aviation. C'est ça. Tu n'es pas sûr que ce soit vraiment la mitrailleuse qui les ait tués. Pour 2500 cartouches tirées. Donc, un quart des munitions pour, donc, en moyenne, 200 ennemis tués. Ce qui n'est pas complètement... Ça fait que 10 cartouches par un oiseau, ça dit. Ouais, je me rends pas compte de à quel point c'est bien ou pas. Mais... J'avais lu une statistique que les forces armées, de manière générale, il y a 1 balle sur 10 qui atteint sa cible. Donc on est un peu dans les temps, mais en fait, il y a quand même 20 000 émeux à tuer là. Donc ça marche pas très bien. Et donc, en fait, dans la presse et au Parlement, le régiment royal de l'artillerie australienne, ça devient un peu la risée du pays. Et donc le gouvernement décide d'arrêter les frais. Allez, hop, Meredith, tu rentres
on arrête. Mais au même moment, en Australie occidentale, s'installe une sécheresse un petit peu vénère, ce qui fait que l'armée des émeus intensifie ses pillages sur les fermes, qui ont Oui. toujours les réserves d'eau qui les attirent, hein. Et donc, les vétérans se plaignent à nouveau, et le commandement militaire de Perth dira ouais, c'est vraiment la merde là. Et donc, le Premier ministre ordonne la reprise des opérations. Deuxième guerre des émeux. Voilà. Le 13 novembre, 5 jours plus tard, hein, cela dit. Il n'a même pas eu le temps de rentrer, en fait, Meredith. Le major Meredith, donc, et ses soldats repartent au combat. Premier jour, ils tuent 40 émeux. Ouh. Et là, ils sont chauds. Ils se disent, ah, c'est bon, on a trouvé une stratégie. Bon, ils ont quelques déconvenus les jours suivants, mais ils arrivent à atteindre un rythme de croisière où ils tuent 100 émeux par semaine. Jusqu'au 10 décembre, où 100 émeux par semaine, le gouvernement, il fait... Mais donc 20 000 émeux, ça fait 200 semaines là quand même les gars. Pour 4 ans. Ça va être long. Et donc ils disent, bon allez c'est bon, on arrête, tu rentres Meredith, c'est fini, les émeux ont gagné, le gouvernement dépose les armes. Bilan officiel de cette guerre, 986 émeux tués pour 10 000 cartouches tirées, donc on reste sur 1 sur 10. Il y a un des mitrailleurs qui dira, non mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur et tout, pour tuer un émeu, il faut lui tirer dans la tête, soit dans l'arrière de la tête, soit si tu tires par l'avant quand il a la bouche ouverte. Parce que les balles, enfin le bec fait ricocher les balles et tout. Bon. Aucune victime du côté australien. C'est déjà ça. C'est déjà ça, heureusement. Même pas un blessé. Mais une défaite qui restera dans l'histoire. Oui. Parce qu'on en entend encore parler aujourd'hui. Les fermiers d'Australie occidentale vont à nouveau appeler l'armée à l'aide en 1934, en 1943 et 1948. Dans les années 40, ils vont même jusqu'à suggérer de larguer des bombes par avion sur les émeux, les troupeaux d'émeux. Mais le gouvernement a refusé, de peur de la défaite. Oui, c'est ça. Je pense, et pas du tout parce que c'est stupide. Ils ont été obligés de se rabattre sur la seule méthode qui marche un petit peu, en fait, la prime à l'abattage. Et la barrière, ils vont construire une autre barrière sur le modèle Plus grande. plus grande, plus grosse, destinée aux émeux, sur le modèle de la barrière à Dingo, en fait, qui a assez bien marché depuis 1948 dans le sud-est du pays. Barrière qui fait 5614 km. C'est la plus longue barrière du monde, qui isole le sud-est de l'Australie du reste du continent. Donc au sud-est, il y a beaucoup moins de dingos, mais du coup, il y a beaucoup plus de renards et de chats sauvages. Oui. Donc ils ont les mêmes problèmes. Mais au moins, ils n'ont pas de dingos. Enfin, moins. Moins, parce qu'en 1991, il y a quand même encore 3000 moutons qui sont tués au sud de la barrière par des dingos. Bon. En même temps, il y a beaucoup de moutons en Australie, hein, donc voilà. Oui. Bref, homme 3, nature 4. Bon, en fait, je pourrais continuer un moment comme ça, hein, parce qu'ils ils ont fait plein de conneries comme ça. On pourrait parler des problèmes dus au criquet, qui a été importé par accident d'Inde, et qui a été combattu en introduisant le crapaud buffle, ou des oiseaux comme le merle, qui deviennent invasifs, et ça pose des problèmes, surtout que le crapaud buffle, c'est venimeux. Empoisonné. C'est vénéneux. Vénéneux, oui, exact. Je préfère finir sur un des seuls exemples de coopération réussie entre l'homme et la nature. Depuis la disparition de la mégafaune, en fait, il n'y a plus d'insectes et de micro-organismes qui sont capables de se débarrasser de la bouse, enfin des merdes de méga-animaux. Et donc, depuis qu'on a amené des dromadaires, des chevaux et des vaches, on a un peu un problème de bouse en Australie. Et de mouches à merde, parce que ça, il y en a quand même. Mais voilà. Et donc, on a introduit des scarabées bousiers en Australie pour se débarrasser des bouses. Et ça a marché. Les scarabées ne posent pas de problème pour l'instant écologique. Ça a réduit la... Ils font leur truc, tranquille. Voilà, ils roulent la merde, c'est leur boulot. Ça a réduit la population de mouches à merde. Et pour l'instant, tout va bien. Voilà. Et on va conclure en disant, comme je dis au début, hein, à la fin, c'est forcément la nature qui va gagner. Oui. Parce que voilà. Mais ils ont quand même foutu bien le bordel en Australie, les Australiens. Et puis, il faudra peut-être pas oublier que la nature, c'est toujours elle qui gagne, mais pas forcément avec nous dedans. Oui, c'est ça. Qu'à force de tuer des animaux, c'est peut-être nous qui allons mourir. T'as pas parlé de la plante qui rend fou? Non, je suis resté sur les animaux. Ils ont plein d'autres problèmes avec les merles qui diffusent la ronce partout, alors qu'avant, il n'y avait pas de ronce. Le merle, hein, quand même, c'est une espèce invasive vénère. C'est quoi la plante qui rend fou? C'est une plante genre ortie,
mais où la douleur est hyper vénère au point que je crois que c'est des chevaux qui sont régulièrement piqués et qui se suicident, Ah oui, qui se jettent qui se des... jettent du haut des falaises parce qu'ils ont trop mal. Non, non, je suis resté sur les animaux. Je préfère les animaux aux plantes. Oui, et il y a aussi beaucoup de chauves-souris. Oui, alors qui sont certaines qui sont originaires d'Australie, Oui. mais beaucoup qui ont été importées. Et qui sont un problème aussi. Hein. De manière générale, à chaque fois qu'ils apportent un animal, c'est un problème. Oui, Hein. c'est ça. Ben, on a appris plein de trucs. On a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. J'espère que vous aussi. J'espère que vous continuerez d'apprendre plein de choses d'ici à notre prochaine émission. Et en attendant, écoutez plein de podcasts, apprenez des choses. Rejoignez-nous sur le Discord du label Podcut. Exactement. Je pense que la fois prochaine, j'aurai peut-être un sujet qui viendra du Discord. Donc, on vous écoute. N'hésitez pas. Et à la prochaine fois. N'oubliez pas de donner au Patreon aussi, c'est important. Donnez-nous des sous. À la prochaine À la fois. prochaine fois.